C'est du nouveau, c'est du jamais entendu. Il y a très peu de juifs sur terre qui connaissent cette explication. Ah, c'est ça ce qui tient Israël en exil. Vous verrez que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une superpuissance, c'est là qu'il y a le plus de juifs. Donc fort de cette constatation évidente, c'est impossible de dire que Pharaon lâche après la 10e plaie parce qu'elle est plus dure que les autres. Parce que de toute façon, depuis la 6e plaie, il voulait déjà lâcher et Hachem l'a empêché de lâcher. Depuis la 6e plaie, il voulait déjà lâcher. Donc le Zohar a raison, il y a forcément quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et donc le Zohar va expliquer qu'en vérité le Bechor ne fait pas allusion uniquement à l'enfant, au premier-né, mais fait allusion à toutes les forces de la sorcellerie qui sont appelées Bechor, qui ont été brisées à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Pharaon a lâché, parce que la raison véritable pour laquelle les Juifs ne pouvaient pas sortir avant d'Égypte, et là le Zohar va dire quelque chose d'extraordinaire, bon je dis beaucoup de choses oralement, il va dire un chidouche absolument fou, que quand moi je l'ai lu pour la première fois, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai même demandé à quelqu'un si j'avais bien compris ce Zohar, parce que ça me paraissait absolument inimaginable. La raison pour laquelle les plaies ont continué, et la raison pour laquelle Hachem a endurci le corps de Pharaon, c'est parce que de toute façon, les Juifs ne pouvaient pas sortir avant. Ils ne pouvaient sortir qu'à Makat Bechorot, qui ne pouvait venir que selon l'ordre décidé en haut. Parce que même si Pharaon avait accepté de lâcher les Juifs au bout de la 6e plaie, de toute façon, ils auraient tous dit, les 5/5e auraient dit à Pharaon, on veut pas sortir, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Mais on veut pas sortir. Mais laissez-nous tranquilles, on veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui les tenait prisonniers en Égypte, qui fait que tant que ces forces n'étaient pas brisées, de toute façon ils ne pouvaient pas sortir. Et comme pour des raisons que là le Zohar n'explique pas et encore moins moi, Hachem ne pouvait pas casser ses forces avant d'avoir suivi un certain processus, donc les forces de la sorcellerie, c'est pour ça que de toute façon, même quand Pharaon a été prêt à lâcher les Juifs, Hachem a maintenu Pharaon encore dans son refus, parce que de toute façon ça ne sert à rien qu'il dise oui, les Juifs ne sortiront pas. Pour ne pas exposer Israël à une situation ridicule, qui aurait été un chilul Hachem inimaginable, où Pharaon supplie les Juifs de sortir et que eux disent non, on est très bien à Paris, donc pour ne pas en arriver à une situation pareille, alors Hachem a fait en sorte que Pharaon ne veuille pas, comme pour qu'il n'y ait pas une accusation sur les Juifs. Regardez, on leur dit de sortir et ils ne veulent pas. Donc c'était uniquement, c'est fou cette explication, ça vous n'avez jamais entendu, c'est du nouveau, c'est du jamais entendu. Il y a très peu de Juifs sur terre qui connaissent cette explication. Les choses sont très profondes du Zohar, et encore quand on est sûr qu'on l'a bien compris. Et donc en vérité, encore une fois, parce que Rashi lui a une autre explication, l'explication du Zohar. Rashi explique différemment pourquoi Hachem a endurci le corps de Pharaon. Mais le Zohar explique, parce que de toute façon les Juifs ne pouvaient pas sortir avant Makat Bechorot. Makat Bechorot ne pouvait pas arriver avant parce que ça correspond à la 10e plaie par rapport à la 10e sphira, etc. Vous l'avez tous deviné. Donc il y a un ta'alir, il y a un processus à suivre. Hachem ne peut pas faire des courts-circuits, des raccourcis qui seraient des courts-circuits. Et donc, puisque de toute façon Pharaon, ça ne dépend pas de lui, ça dépend d'autre chose. Donc autant le maintenir dans une situation où apparemment il refuse, pour que ça ne soit pas humiliant pour les Juifs, qu'on leur dise sortez et ils ne veulent pas sortir. Non, mais au bout, comment? C'est exactement ce qu'on vit, quoi. Mais putain. Avec Valls qui dit il faut pas qu'il parte, et Bibi qui dit il faut venir, et ils disent bon, non, bon, on va rester en attendant. Mais évidemment, mais c'est. Le scénario, le trio est incroyable. C'est pour ça que ça fait déjà des jours et des jours que j'ai ce texte en tête, que je savais que j'allais le faire, parce que c'est de la folie pure. C'est-à-dire que si tu remplaces les mots en français, c'est le journal d'aujourd'hui, ce Zohar. Si tu remplaces sorcellerie par des mots plus convenables dans le jargon moderne, et tu as tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il y a quelque chose qui fait que les Juifs ne veulent pas sortir. Le Zohar va appeler ça du kishouf. On va essayer, je ne sais pas si j'y arriverai, d'essayer peut-être de moderniser qu'est-ce que peut vouloir dire le kishouf, sorcellerie. Mais moi je vous dis tout de suite, je ne le redirai pas une deuxième fois, parce que je ne sais pas si j'aurai le courage de le dire une deuxième fois, je crois très sincèrement, intellectuellement et sans la moindre honte, que le kishouf existe jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que les dirigeants X ou Y en font, mais je dis que ça existe dans le monde. J'essaierai même peut-être de vous expliquer d'où ça peut venir, mais ça existe le kishouf. Ça existe, sauf que à l'époque de Pharaon, c'était Pharaon lui-même et ses sages qui le faisaient,
À notre époque, c'est sûr que c'est ni le gouvernement français, ni personne qui le fait. Mais ça existe, cette notion-là. Et comme on verra, c'est ça ce qui tient Israël en exil. La sorcellerie de Pharaon, c'est qu'en vérité, il capture la Malchoute. Dès qu'il capture la Malchoute, automatiquement il capture Israël. Parce que Israël, toute son énergie, toute sa force est liée à la Malchoute. Et celui qui arrive à capturer la Malchoute, arrive à tenir Israël en exil. C'est quoi la Malchoute? La Malchoute, c'est, au premier niveau, la reconnaissance d'Hachem comme étant créateur et dirigeant de ce monde, Meler, d'accord? Et le peuple qui est préposé à cette mission, à ce dévoilement, c'est Israël. Il est absolument évident que tout le monde comprend que lorsque Hachem se dévoile comme roi, le peuple qui est l'initiateur de ce dévoilement est lui-même, à ce moment-là, à un niveau de force, de délivrance, de liberté et de puissance dans le monde inimaginable. Puisque forcément, si Hachem, qui est le Tout-Puissant, comme son nom l'indique dans toutes les langues, se dévoile, le peuple qui l'a dévoilé sera lui-même, on pourrait dire, à un niveau extraordinaire dans le monde. Ça veut dire libéré de tout joug autre que celui du joug divin. Plus personne ne peut lui monter sur la tête. Donc c'est pas seulement qu'on va dévoiler Dieu. C'est comme tous les versets le disent, depuis la Torah de Moshe jusqu'à la Torah des prophètes, le jour où Hachem se dévoile sur toute la terre, à ce moment-là, Israël est reconnu comme un peuple qui a réussi par tous les autres peuples, et d'une certaine manière, le peuple juif est libéré, et d'une certaine manière devient Or Lagoïm, devient un peuple d'inspiration pour tous les autres. Donc, après avoir passé, on pourrait dire, son histoire soumis aux autres et dispersé les autres, il devient au contraire un peuple phare, libéré de toute autre influence que celle du joug divin lui-même. Juste un instant. Ce qui veut dire que, ce que je vais expliquer, c'est que tout dévoilement de Malchoute donne un pouvoir énorme. Pharaon le savait. Et lui, ce qu'il voulait, c'est capturer cette force-là de manière à ce que lui puisse être tout puissant dans ce monde. Au lieu de dévoiler la toute-puissance d'Hachem, il va capturer ses forces pour affirmer sa toute-puissance. Ça crée deux problèmes. Lorsqu'une civilisation arrive à capter ses forces de la toute-puissance d'Hachem, ce qui est le rêve de tous les dictateurs, même des laïcs, combien d'études ont été faites par exemple sur Hitler, qui se présentait comme un non-croyant, mais qui était un très 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 grand mystique. Lui, entre parenthèses, ne rigolez pas de ma bêtise, mais c'est certain qu'il était un sorcier aussi et entouré de sorciers. On le sait, il y a des thèses là-dessus, etc. Lui, c'est certain. Et donc, il savait manipuler ces forces-là, et il n'a pas été le seul dans l'histoire. J'en connais d'autres, mais ça, je ne veux pas vous dire parce que vous allez vraiment plus me prendre au sérieux après. Mais, quoi qu'il en soit, lorsqu'une civilisation arrive à capter ses forces, elle devient toute puissante. Seulement, ça entraîne deux choses. Automatiquement, ça entraîne qu'elle va amener les Juifs chez elle, soumis à sa puissance. Vous verrez que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une superpuissance, c'est là qu'il y a le plus de Juifs. À chaque fois, c'est infaillible dans l'histoire. D'accord? Infaillible. Infaillible. Maintenant, vous allez me sauter dessus, c'est pas grave, mais je vous signale que la superpuissance de la Chine qui est en train de monter de plus en plus est directement liée au fait qu'il y a de plus en plus de Juifs là-bas aussi aujourd'hui. Vous me direz, sur 2 milliards de Chinois, c'est pas les 500 000 ou les 300 000 ou les 300 ou etc. Peu importe. Mais jamais on n'a vu autant de Juifs en Chine que depuis que la Chine est en train de devenir une superpuissance. Un hasard, une coïncidence, je sais pas, appelez ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit qu'elle avait raison. Parce que c'est impossible pour une civilisation de monter si elle ne tient pas en exil chez elle, parce que c'est une honte qu'il y ait des Juifs là-bas, bien évidemment. C'est impossible qu'elle puisse monter s'il n'y a pas des Juifs prisonniers dans cette civilisation. Et donc, les mouvements de puissance vont avec la présence des Juifs. Alors évidemment, il y en a encore tellement aux États-Unis, c'est encore une superpuissance, d'accord? Il y en a tellement qui sont partis de Russie pendant un certain temps que pendant un certain temps, elle s'est écroulée. Mais il y en a tellement qui sont restés malgré tout et qui ont refait surface là-bas que automatiquement la puissance russe
reprend, et puis tout d'un coup la Chine, dont on n'a jamais entendu parler sur la scène internationale pendant des millénaires, tout d'un coup depuis une cinquantaine d'années, et surtout depuis 20 ans on n'entend parler que d'elle, et c'est comme par hasard depuis 20 ans qu'il y a de plus en plus de juifs en Chine, et etc., etc., etc. Mais pourquoi? Parce que ça va toujours ensemble. Pour être une superpuissance, il faut capter les énergies de la Malchoute. Mais dès que tu captes les énergies de la Malchoute, automatiquement tu soumets les juifs et tu en fais des esclaves. Parce que les juifs américains ou les juifs chinois ou les juifs français et les juifs du monde entier sont des esclaves. Certains des esclaves en douceur, sont des esclaves pas en douceur, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on appelle un esclave? Quelqu'un qui vit soumis à un autre régime que celui du maître du monde, sur la terre du maître du monde. Donc, automatiquement, ça fonctionne comme ça. Mais, attention, qu'est-ce que nous apprend le Zohar ici? Mais ça ne peut être que pendant un certain temps. Toute superpuissance qui a fondé sa puissance sur la capture et la transformation en esclaves ou en exilés des Juifs, encore une fois, même dans la douceur comme aux États-Unis, peu importe, est vouée tôt ou tard à sa makat bechorot. Est vouée tôt ou tard à sa destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où la malchoute va vouloir s'échapper. La malchoute qui n'appartient pas à Pharaon et à tous les pharaons de l'histoire, la malchoute va dire « Dai, j'en ai assez d'être chez toi !» Mais pour pouvoir être libérée, la malchoute doit casser les forces qui la tiennent en exil. Et les forces qui la tiennent en exil sont précisément les forces de cette civilisation-là, que le Zohar appelle dans son langage la sorcellerie.